L'insulte n'existe que si celui qui la reçoit accepte d'y participer. Machiavel. Il existe une situation banale qui pourtant décide immédiatement du rapport entre deux personnes. Quelqu'un prononce une phrase légèrement déplacée. Elle n'est pas complètement absurde, elle contient juste assez de vérité pour être crédible et juste assez de déformation pour piquer. À cet instant précis, la scène ne dépend plus du contenu de la phrase, mais de ce qui va suivre. Presque automatiquement apparaît l'envie de répondre. Non pour discuter réellement, mais pour corriger l'image créée. L'esprit ne cherche pas à comprendre la situation, il cherche à rétablir une position. Car une provocation n'a jamais pour fonction principale d'informer. Elle sert à provoquer un mouvement visible chez l'autre. La personne qui l'émet n'attend pas un argument, mais un signe. Justification, défense, irritation, précision excessive, n'importe quoi qui prouve que la phrase a modifié ton comportement. La plupart des gens pensent que répondre permet de clarifier les choses. En réalité, répondre officialise le terrain. Tant qu'aucune réponse n'existe, la phrase reste isolée, presque ambiguë. Dès qu'une explication apparaît, elle devient un sujet. Or, la provocation n'a pas besoin d'être correcte pour fonctionner. Elle a seulement besoin d'être reconnue comme valable matière à discussion. Dès que tu argumentes, tu admets implicitement qu'il y a quelque chose à débattre. Même une défense parfaite donne au propos une importance qu'il n'avait pas avant. L'autre n'a alors plus besoin d'avoir raison. Il lui suffit de t'avoir déplacé. Dans toute interaction sociale, celui qui doit rétablir occupe momentanément la position basse, non par valeur personnelle, mais par dynamique. Il agit en réaction. Ce mécanisme devient encore plus clair en présence d'un témoin. Une remarque privée peut rester insignifiante. Une remarque publique crée un enjeu d'image. Tu ne réponds plus pour convaincre celui qui parle, mais pour éviter l'interprétation des observateurs. Pourtant, au moment exact où tu réponds pour protéger ton image, tu confirmes qu'elle pouvait être atteinte. La provocation a alors réussi avant même que la discussion commence. Tu crois agir sur le contenu alors que tu réagis au cadre. La conversation quitte immédiatement le sujet pour porter sur ta réaction. Les mots deviennent secondaires, la posture principale. C'est pour cela que certaines personnes expliquent longuement et sentent malgré tout que la situation se dégrade. Elles gagnent sur le fond, mais perdent dans la perception, parce que la perception se construit avant les arguments. Il est courant de croire qu'il suffit d'être calme pour reprendre le contrôle. Pourtant, un calme argumentatif reste une participation. Tu peux parler doucement, détailler précisément, rester logique. Tu alimentes toujours la structure. La provocation fonctionne comme une invitation implicite à prouver que tu n'es pas ce qui est suggéré. Mais toute preuve reconnaît l'existence du doute. Et reconnaître le doute lui donne un espace réel. L'échange devient alors asymétrique. Tu produis du contenu, l'autre produit du cadre. Plus tu clarifies, plus tu consolides la scène qui te place en position de justification. Ce phénomène explique pourquoi certaines discussions paraissent impossibles à gagner, même avec des arguments évidents. Le problème n'est pas la qualité des réponses, mais l'acceptation initiale de répondre. On peut observer l'inverse chez certaines personnes qui paraissent impossibles à atteindre. Elles ne possèdent pas nécessairement de meilleures répliques, elles refusent simplement d'entrer dans la logique proposée. La phrase reste sans prise. Sans réaction mesurable, elle ne peut pas évoluer en échange structuré. Elle retombe comme un objet sans support. Ce n'est pas du silence par passivité, mais l'absence de validation du cadre. Le contraste est frappant. Une réponse brillante prolonge la scène, l'absence de réponse la raccourcit.
La provocation exige une participation minimale pour exister. Privée de cette participation, elle perd sa fonction. On comprend alors pourquoi certaines remarques semblent impossibles à ignorer. Elles touchent rarement un point grave. Elles touchent un point visible. Elles obligent à choisir entre corriger l'image ou laisser le vide s'installer. L'instinct pousse à combler ce vide, car le silence paraît risqué. Pourtant, ce vide est précisément ce qui empêche la scène de se stabiliser contre toi. Tant que tu remplis l'espace, tu joues dans la structure créée par l'autre. Lorsque tu ne le remplis pas, la structure doit se justifier elle-même et devient immédiatement plus fragile. Ce n'est donc pas la réponse qui protège la position, mais la capacité à ne pas transformer chaque phrase en sujet. Dans la partie suivante, nous verrons pourquoi l'absence de réponse modifie immédiatement la perception de celui qui provoque, et comment, paradoxalement, la tentative d'attaquer peut se retourner contre lui sans qu'aucune phrase ne soit prononcée. Lorsqu'aucune réponse ne vient, quelque chose d'inhabituel se produit dans la scène. Celui qui a provoqué s'attendait à déclencher un mouvement précis, justification, défense, irritation mesurable. Sans ce mouvement, la phrase reste suspendue dans un espace qui n'a plus de direction. Le silence n'est pas perçu comme une absence, mais comme une incertitude. Et l'incertitude déplace immédiatement l'attention vers celui qui a parlé. Tant que tu répondais, l'observation portait sur toi, ton ton, tes mots, ton attitude. Dès que tu ne réponds pas, l'observation revient vers l'origine de la phrase. Le contenu n'a pas changé, mais la charge sociale change de place. Dans un échange ordinaire, chaque parole appelle naturellement une réaction. Cette alternance crée un rythme rassurant où chacun sait à quoi s'attendre. La provocation s'inscrit précisément dans ce rythme. Elle force l'autre à entrer dans une séquence prévisible où il devra rétablir quelque chose. Mais lorsque la réaction attendue n'apparaît pas, la personne qui a parlé doit soudain soutenir seule la continuité de la scène. Elle peut répéter, préciser, exagérer légèrement pour relancer l'échange. Pourtant, chaque tentative rend visible ce qui restait implicite. Elle cherche désormais une réaction plutôt qu'elle ne poursuit un propos. La phrase initiale cesse d'être une remarque et devient un effort. C'est pour cela que le silence ne donne pas l'impression de fuir, mais de déplacer la gravité. La fuite consiste à quitter la scène pour échapper à la pression. L'absence de réponse laisse la scène intacte, mais sans participation. Celui qui observe perçoit alors une asymétrie inattendue. L'un agit, l'autre n'est pas affecté. Et dans la perception sociale, ce qui ne produit pas d'effet paraît plus stable que ce qui insiste pour en produire. La tentative de provoquer devient alors visible comme tentative, non comme vérité possible. Beaucoup craignent que ne pas répondre équivaille à accepter l'accusation. Cette crainte vient de l'idée que la validité d'une parole dépend de la contradiction qu'elle reçoit. En réalité, une parole tire surtout sa force de l'importance qu'on lui accorde. Une objection détaillée lui donne une surface solide. L'absence d'objection la laisse flotter sans poids défini. Les témoins n'interprètent pas nécessairement le silence comme un accord, mais comme un refus d'entrer dans la logique proposée. L'ambiguïté protège davantage que la défense précise, car la défense transforme l'hypothèse en problème réel. On peut observer ce phénomène dans de nombreuses interactions quotidiennes. Une remarque ironique suscite parfois une explication longue, et l'atmosphère devient lourde même si l'explication est juste. À l'inverse, la même remarque suivie d'un bref changement de sujet perd rapidement son effet. Rien n'a été réfuté, mais rien n'a été stabilisé non plus. L'esprit humain supporte mal les situations sans continuité claire. Faute de réponse, il classe souvent la phrase comme maladroite plutôt que comme révélatrice.
La scène se referme d'elle-même parce qu'elle n'a pas trouvé la résistance nécessaire pour exister. Le silence agit alors comme un miroir. Celui qui provoque voit sa propre intention apparaître sans intermédiaire. Tant que tu réagissais, il pouvait attribuer l'intensité à ton caractère. Tu étais trop sensible, trop défensif, trop impliqué. Sans réaction, il reste seul avec sa propre initiative. Il doit soit l'assumer ouvertement, soit la réduire. La plupart choisissent de réduire, car poursuivre sans opposition transforme l'échange en exposition personnelle. Ainsi, la dynamique se retourne sans confrontation directe. Ce retournement explique pourquoi certaines personnes semblent perdre leur assurance lorsqu'on ne répond pas. Elles ne rencontrent plus un adversaire, mais un espace vide. L'énergie qu'elles avaient lancée n'a pas de surface pour rebondir. Elles doivent alors produire davantage pour maintenir la scène, et chaque production supplémentaire paraît moins légitime que la précédente. La provocation devient effort, puis gêne, puis silence partagé. Rien n'a été gagné, rien n'a été concédé, mais la structure a cessé de fonctionner. Dans la partie suivante, nous verrons pourquoi certaines provocations persistent malgré tout et comment elles tentent de recréer une réaction en changeant de forme plutôt qu'en changeant de contenu. Lorsqu'une provocation ne produit pas l'effet attendu, elle disparaît rarement immédiatement. Elle change de forme. La personne qui ne parvient pas à obtenir de réaction directe tente souvent une autre voie, plus subtile, qui paraît moins agressive, mais poursuit exactement le même objectif: réintroduire un mouvement visible. Ce n'est plus une attaque claire, c'est une remarque légère, un humour ambigu, une question apparemment neutre. Le contenu semble différent, pourtant la structure reste identique. Il s'agit toujours de provoquer un ajustement perceptible chez l'autre pour confirmer qu'il peut être déplacé. C'est ici que beaucoup se trompent. Ils croient avoir évité le conflit principal, puis se sentent obligés de répondre parce que la nouvelle forme paraît raisonnable. La remarque devient seulement une blague, la question simplement une curiosité. Pourtant, répondre recrée la même dynamique. La provocation ne cherchait pas une formulation précise, elle cherchait une participation. Une fois cette participation obtenue, peu importe le chemin emprunté. La scène reprend exactement là où elle s'était arrêtée. On reconnaît ce moment par une sensation particulière. Tu n'es plus vraiment attaqué, mais tu te sens progressivement entraîné dans une explication. Tu clarifies un détail, puis un autre. Tu précises ton intention pour éviter un malentendu. Rien n'est hostile en apparence, pourtant tu es revenu dans la position initiale. Tu rétablis, l'autre observe. La provocation a simplement abandonné la confrontation frontale pour une friction douce, plus acceptable socialement et donc plus difficile à refuser. Cette adaptation fonctionne parce que l'esprit humain tolère mieux l'échange continu que le vide. Après un silence, la première ouverture semble presque naturelle. Ignorer une attaque est facile. Ignorer une conversation paraît abrupte. La provocation exploite ce réflexe. Elle se transforme en dialogue ordinaire pour obtenir la même validation. Et dès que tu expliques, même brièvement, tu confirmes que la scène mérite ton attention. À ce stade, la personne peut même devenir cordiale. L'objectif n'est plus de blesser, mais de vérifier la prise. Si la discussion continue, elle a récupéré le cadre. La tension initiale disparaît, mais la position relative reste la même. L'un initie, l'autre ajuste. C'est pourquoi certaines interactions paraissent interminables, sans jamais être ouvertement conflictuelles. Elles sont entretenues par de petites sollicitations successives qui maintiennent la participation. On remarque alors que la provocation la plus efficace n'est pas celle qui choque, mais celle qui paraît anodine. Une remarque insignifiante oblige davantage à répondre qu'une attaque directe. Refuser une hostilité visible est socialement acceptable.
refuser une banalité semble excessif. Pourtant, la banalité sert souvent à mesurer la réactivité. Une réponse rapide prouve que le mouvement reste possible. Et une fois ce mouvement confirmé, il suffit de l'amplifier progressivement. Comprendre cela change la perception de nombreuses conversations répétitives. Ce qui semblait être un simple échange d'opinions était parfois une suite de tests légers. Chaque réponse fournissait une information. Jusqu'où la personne ajuste-t-elle son comportement? Quelle énergie investit-elle pour corriger une image? À partir de ces indices, l'autre sait combien de pression peut être appliquée sans résistance. Le piège n'est donc pas dans la phrase initiale, mais dans la continuité acceptée. La première absence de réaction modifie la scène, mais la moindre participation la restaure immédiatement. Ce n'est pas l'intensité de la réponse qui compte, c'est son existence. Une réponse minimale suffit à réactiver la structure, car elle confirme que l'espace reste disponible. Dans la partie suivante, nous verrons pourquoi certaines personnes semblent attirer plus de provocations que d'autres, non par faiblesse personnelle, mais par la prévisibilité de leurs réactions. Certaines personnes ont l'impression d'être provoquées plus souvent que d'autres. Elles rencontrent les mêmes types de remarques dans des contextes différents, comme si certaines attitudes attiraient naturellement ce genre de situation. On l'explique habituellement par la personnalité de celui qui attaque. Arrogance, jalousie, besoin d'attention. Pourtant, ces traits existent partout, sans produire partout le même effet. Ce qui varie le plus n'est pas l'intention de provoquer, mais la probabilité que la provocation obtienne une réponse prévisible. Une interaction sociale fonctionne comme une anticipation. Avant même de parler, chacun évalue inconsciemment la réaction probable de l'autre. Si la réaction paraît incertaine, l'initiative reste faible. Si la réaction paraît prévisible, l'initiative augmente. La provocation apparaît précisément là où une réaction est presque garantie, non parce que la cible serait fragile, mais parce que son fonctionnement relationnel est lisible. Elle valorise la précision, la clarté, la correction. Elle supporte mal les ambiguïtés. Elle veut que les choses soient justes et cohérentes. Toutes ces qualités créent une stabilité, et cette stabilité rend ses réactions anticipables. Face à une phrase approximative, elle corrige. Face à une insinuation, elle explique. Face à une exagération, elle nuance. Chaque mouvement est logique, mais il suit une trajectoire constante. L'autre n'a pas besoin d'être particulièrement agressif pour l'utiliser. Il lui suffit d'introduire une petite distorsion. Le mécanisme se déclenche seul. La personne croit protéger la vérité de la situation, alors qu'elle valide l'existence d'un débat. Ce n'est pas la critique qui attire la provocation, c'est la certitude de la réponse. À l'inverse, certaines personnes reçoivent moins d'attaques directes, non parce qu'elles sont plus fortes, mais parce que leur réaction est difficile à prévoir. Elles ne corrigent pas systématiquement, ne justifient pas immédiatement, ne cherchent pas à restaurer chaque détail. Leur position ne peut pas être testée facilement. Sans garantie de mouvement, la tentative perd de son intérêt. La provocation a besoin d'un mécanisme stable pour fonctionner. Sans lui, elle reste un risque inutile. On comprend alors pourquoi la compétence verbale aggrave parfois la situation. Plus quelqu'un sait argumenter, plus il donne envie de le faire argumenter. Non par admiration, mais parce que la réaction devient certaine. La discussion promet d'exister. La provocation n'est plus un pari, mais une séquence prévisible. Ainsi, paradoxalement, la capacité à bien répondre encourage la répétition des attaques mineures. Ce phénomène explique aussi la fatigue particulière ressentie par ceux qui cherchent toujours à clarifier. Ils pensent apaiser les tensions par la précision, mais chaque précision confirme qu'une précision suivante sera donnée. L'échange ne s'arrête jamais vraiment. Il attend simplement la prochaine occasion. La provocation n'est plus un événement ponctuel, mais un outil régulier d'interaction. Changer cela ne demande pas de devenir froid ni distant. Il suffit que certaines phrases ne produisent plus immédiatement l'effet attendu.
La réaction devient incertaine. Et dès que l'incertitude apparaît, la plupart des provocations cessent d'être tentées. Non parce que l'autre a changé d'intention, mais parce que la probabilité de résultat a changé. La scène cesse d'être rentable. Dans la dernière partie, nous verrons pourquoi l'absence de réponse n'est pas un contrôle émotionnel, mais un changement de cadre, et pourquoi certaines tensions disparaissent simplement lorsque la réaction cesse d'être automatique. À ce stade, il devient clair que ne pas répondre à une provocation n'est pas un effort de maîtrise émotionnelle, mais un déplacement du cadre. La plupart imaginent qu'il faut se retenir, contenir une réaction légitime, presque se priver d'une défense nécessaire. Pourtant, le mécanisme fonctionne autrement. Ce n'est pas l'émotion qui entretient la scène, c'est l'automatisme. La réaction apparaît avant même d'être choisie parce que la phrase a été interprétée comme une invitation obligatoire. En retirant cette obligation implicite, la situation change de nature. Lorsqu'une provocation n'obtient plus de réponse, elle cesse progressivement d'être utilisée pour communiquer. Elle devient une tentative isolée au lieu d'un langage régulier. Beaucoup de tensions relationnelles ne disparaissent pas parce que quelqu'un a compris son erreur, mais parce que la structure qui permettait de la répéter n'existe plus. L'échange perd sa forme familière et revient à une interaction ordinaire. Rien n'a été résolu par un argument supérieur. Il n'y a simplement plus de mécanisme pour maintenir la friction. On remarque alors un paradoxe. Répondre donne l'impression d'agir. Ne pas répondre donne l'impression de laisser faire. Et pourtant, seul le second modifie réellement la dynamique. Répondre agit sur le contenu, alors que la provocation vit dans la structure. Tant que la structure reste intacte, chaque victoire verbale prépare la suivante. L'absence de participation, elle, agit directement sur cette structure. Elle retire la prévisibilité qui permettait à la scène de se répéter. Beaucoup craignent que le silence accumule un non-dit dangereux. En réalité, ce qui disparaît n'est pas l'expression, mais la sollicitation permanente. Les échanges utiles continuent d'exister, les informations importantes circulent toujours. Mais les tentatives de déplacement gratuit n'ont plus de surface. La relation devient moins chargée parce qu'elle n'a plus besoin de vérifier en permanence la stabilité de chacun. Cela éclaire aussi certaines impressions tardives. On repense à une phrase qui aurait mérité une réponse parfaite, puis on réalise que la discussion aurait simplement continué sous une autre forme. L'esprit imagine une réplique décisive, mais la provocation ne cherchait pas une conclusion, elle cherchait une continuité. La meilleure réponse aurait prolongé la scène avec plus d'intensité. L'absence de réponse la termine sans effort visible. Progressivement, les interactions changent sans déclaration explicite. Celui qui provoquait s'adresse autrement ou s'adresse moins, non parce qu'il reconnaît une supériorité, mais parce que la tentative n'ouvre plus rien. L'échange cesse d'être un test. Et quand une interaction cesse d'être un test, elle redevient simplement une conversation ou disparaît naturellement. On découvre alors que beaucoup de conflits quotidiens n'étaient pas des désaccords profonds, mais des habitudes relationnelles. Ils se maintenaient parce qu'ils fonctionnaient. Retirer la réaction ne convainc personne, cela retire seulement la raison de recommencer. Ce qui semblait demander des explications longues demandait parfois seulement l'arrêt d'une participation automatique. Peut-être qu'une provocation ne cherche jamais vraiment ta réponse. Elle cherche la preuve que tu dois répondre. Et le jour où cette preuve disparaît, la phrase perd d'elle-même son importance. Merci pour ton attention. Si cette vidéo t'a parlé, écris quelques mots en commentaire. Et si ce format te convient, tu peux t'abonner. À la prochaine.